transport voyageurs, une nouvelle façon de voyager. Vous êtes sur le miroir de la femme, messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette édition d'information consacrée à la rétroactualité de la semaine. Cela dit, le Niger disposera bientôt de son centre de radiothérapie pour le traitement du cancer. En effet, la présidente de la Fondation Tatali l'a certifié à l'occasion de la visite qu'elle a effectuée en compagnie du ministre de la Santé publique au Centre national de lutte contre le cancer. Suivez. Quand on était venu au pouvoir, on était arrivé au pouvoir, malheureusement le Niger n'avait pas de centre de radiothérapie. Alors on s'était dit qu'il faut qu'en tant que médecin, il faut que je me batte pour qu'on ait ce centre de radiothérapie. On s'est battu, on a fait en sorte que le centre de Niamey soit un pôle de référence en Afrique de l'Ouest. Donc on est allé au niveau de l'AIEA à Vienne, on est allé à Genève, on s'est en tout cas battu avec les prédécesseurs du ministre de la Santé ici, et puis avec lui on a continué. Bon voilà, ce grand jour est arrivé, alhamdoulilah, donc Dieu merci, on a pu, comme l'a si bien résumé le ministre, on a pu réaliser ce rêve. Très bientôt, j'ai discuté un peu avec les techniciens. Ils m'ont dit que très bientôt, Inch'Allah, à partir de janvier 2021, le centre de radiothérapie sera fonctionnel. Et ce qui est bien, c'est qu'on ne va plus évacuer à l'extérieur. C'est des milliards que ça coûte à l'État du Niger. Et ceux qui n'ont peut-être même pas les moyens, qui sont jusqu'au fond du Niger, à Bilma, à Nguingini, pourra venir à Niamey sans problème se faire traiter. Et autre chose aussi, on est en train de se battre pour qu'on ait ce qu'on appelle un centre de vie. Un centre de vie, c'est quoi? Une maison de vie, c'est quoi? C'est le patient ou la patiente qui vient de Nguingini, ou bien qui vient de Bilma, ou bien qui vient de Terra, qui n'a pas de famille ici à Niamey, peut se loger dans ce centre de vie, avec vraiment un franc symbolique. On va se battre pour que ce centre de vie soit aussi créé. Et je pense que même c'est une très bonne voie. On en a discuté de suite avec le ministre de la Santé. C'est une très bonne voie. Ce serait juste à côté du centre de radiothérapie. Donc la personne n'aura même pas aller prendre un taxi ou bien marcher jusqu'à venir au centre. Tout ça là, c'est fini. Bismillah, Inch'Allah, je pense qu'on va réussir. Pour sa part, le directeur général du Centre national de lutte contre le cancer s'est appesanti sur les moyens mis pour l'aboutissement de ce projet mis à la disposition des Nigériens gracieusement. Les explications du directeur général du CNLC, suivies des précisions de la première dame. C'est vraiment énorme, hein? Et du fait que ce projet a pris beaucoup de temps, c'est encore le coût est encore élevé, beaucoup plus élevé. Donc aujourd'hui, on va évaluer à des milliards, disons, je peux dire à peu près 10 milliards ou plus, mais on n'a pas encore un chiffre exact. Mais ce qui est sûr, c'est vraiment lourd. C'est des milliards, c'est à coup de milliards. Entre les constructions des bâtiments qui sont totalement particuliers, entre les équipements qui sont très lourds, très coûteux, entre les missions d'experts qu'on a organisées pour suivre la construction, pour former le personnel, et aussi maintenant pour installer, tester et mettre en fonction. Donc si on prend toutes ces activités, le coût est vraiment énorme. C'est des milliards. Je ne peux pas vous donner exactement un chiffre, mais c'est vraiment des milliards. Mais en plus, ce qu'il faut noter ici,
c'est qu'il y a la gratuité des soins qui est déjà mise en place par le gouvernement. Ouais. Donc tout à l'heure, il y a quelqu'un qui m'a posé cette question. Ouais, Et il faut que l'État prenne tout gratuitement. Ouais. Ça, c'est de 0 à 5 ans pour les enfants. Et ceux qui sont vulnérables, l'État les prend en charge. Donc ça, je crois que c'est un grand pas. Un grand pas, c'est énorme. Et il n'y en a pas dans la sous-région. Parce que je vais vous dire, j'ai discuté avec certaines premières dames. Elles m'ont dit que c'est payant chez eux. Ah oui, absolument. Le Niger est l'un des rares pays qui prend en charge Le cancer. la gratuité des soins. Ouais, absolument. Autre actualité ayant marqué cette semaine, c'est la libération des activistes Michael Zodi, Moudi Moussa et Moukaila Halidou après 6 mois de détention. Ces activistes de retour à Niamey ont animé à Alternative Espace Citoyen un point de presse au cours duquel ils ont annoncé que le combat ne fait que commencer. Suivant Moudi Moussa à l'issue des échanges. Le premier sentiment, c'est que nous sommes enfin libres, nous sommes donc libres de tous nos mouvements. Et le second, c'est justement de nous réjouir du fait qu'on se retrouve ensemble avec la famille, les proches, les camarades de lutte, n'est-ce pas, sur haut lieu du siège de l'association alternative Espace Citoyen. Ensuite, c'est de dire que dans tous les cas, le combat doit continuer. La lutte ne fait que commencer parce que vous savez, le combat pour lequel nous avons été amenés en prison jusque-là est d'actualité parce que tous les problèmes que nous avons soulevés sont encore là. Et le problème c'est quoi, si vous voulez, c'est cette rocambolesque affaire du ministère de la Défense nationale où au-delà des millions ou des milliards, ou des centaines de milliards, ou des milliers même de milliards, parce que jusque-là, il n'y a pas encore de précision par rapport au montant exact. Donc, au-delà de cette importante somme qui est engagée dans cette affaire, il faut se dire qu'il y a aussi d'énormes pertes en vies humaines, notamment de nos éléments de force de défense et de sécurité. Et pour ça, nous continuons justement à dire que nous réclamons justement que justice soit faite, et pour ça nous interpellons ou disons profitons pour dire aux uns et aux autres de répondre massivement à la manifestation du 4 octobre prochain prévue à la place, disons au rond-point justice, pour justement exiger l'équité dans la justice, pour exiger une justice libre, équitable et transparente au service véritable du peuple. Aujourd'hui, nous l'avons dit, notre problème, c'était justement d'avoir créé aux voleurs. Et vous comprenez qu'aujourd'hui, dans cette affaire du ministère de la Défense, aujourd'hui, ceux qui sont dénoncés, ceux qui sont pointés du doigt pour être au cœur de ce scandale, circulent allègrement et aisément dans les différentes rues et même les coins de la capitale. Et c'est nous autres qui avions juste crié aux voleurs, c'est nous qui nous retrouvons en prison. Et donc nous disons que le combat, effectivement, ne fait que commencer. Et c'est à nous qu'il appartient de nous lever, car comme on le dit, c'est le peuple qui fait l'histoire. On sait que la force a toujours été du côté. Nouvelle montée au créneau des enseignants du secondaire affectés depuis le 19 septembre 2019. Un mouvement d'humeur qui vise à réclamer le paiement des salaires et pécules non perçus depuis septembre 2019, date de leur affectation. Ralia Sami, Ibrahim Kantama, précision. Cette nouvelle grogne des enseignants du secondaire affectés depuis septembre 2019 intervient à 2 semaines de la rentrée scolaire 2020-2021. Ces enseignants envisagent de boycotter cette rentrée scolaire si toutefois ils ne sont pas mis dans leurs droits, suspendus il y a déjà 1 an de cela. Comme vous le savez, le gouvernement vient de faire une déclaration officielle qui dit dans son communiqué que la rentrée aura lieu d'ici les 15. Donc dans 2 semaines, vous conviendrez avec moi, la rentrée au niveau du secondaire va se débuter. Pendant que c'est pour prendre en témoin l'opinion nationale que pendant qu'il parle de la rentrée académique 2021, il y a des enseignants qui ont été affectés depuis le 19 septembre 2019. Ils n'ont rien perçu, même 1 franc, ils n'ont perçu de l'État.
même pas pécule, avant ce salaire, on n'a rien touché, on n'a rien eu. Et malgré cela, nous avons continué, malgré la situation de Covid. Et il faut les rappeler que nous sommes en train de servir au niveau de collèges ruraux. Donc, c'est pour informer le gouvernement afin qu'il puisse prendre des dispositions les plus rapides possibles avant la rentrée pour que les DAPC-EG et la 6e et la 7e promotion puissent effectuer leur rentrée respectivement dans leurs locaux. Parce qu'à l'heure où je vous parle, il y a ceux qui ont accumulé 12 mois de services sans rien. D'autres ont 7 mois. Trop, c'est trop. Nous avons beaucoup patienté et le mal est que notre ministère n'a pas le souci de régler ces problèmes-là avant la reprise académique. Il faut noter que pour la résolution de cette situation à l'amiable, ces enseignants ont frappé à toutes les portes nécessaires. Nous avons rencontré les autorités à plusieurs reprises. Si vous vous rappelez, il y avait eu la situation de Covid. Donc pendant le Covid, à la reprise, le 1er juin notamment, nous avons jugé utile de ne pas reprendre les chemins de l'école. Mais ils nous ont appelés pour faire des dialogues entre nous, étant vraiment ceux qui ont souci au développement de ces pays et que nous connaissons le niveau de nos élèves au niveau des collèges ruraux. Parce que on s'était dit que les autorités de notre ministère n'ont même pas la réalité du terrain. Les enfants n'ont même pas fait 25% du programme et on dit que c'est 75% du programme. C'est pour aider ces enfants-là à réussir leur vie. C'est pour cela que nous avons accepté et tout en tenant compte que le gouvernement aura une solution pendant les 40 jours qu'avait donné à l'époque pour la reprise. Mais malheureusement, vous conviendrez avec moi, jusqu'à présent, RAS, nous n'avons rien perçu. Même un franc de la part de l'État, nous n'avons pas perçu pour prendre des services. Et aujourd'hui, en date d'aujourd'hui, nous avons informé l'association des parents d'élèves. Nous avons informé les médiateurs de la République. Nous avons informé la primature. Nous avons informé le ministère des Finances. Nous avons informé, on a informé presque toutes les institutions pour qu'ils interviennent à la résolution de ces problèmes. Et nous sommes conscients aussi que les syndicats font de leur mieux dans le cadre de la résolution de ces problèmes. Mais aujourd'hui, c'est pour que vous preniez aujourd'hui en témoin la question. Ce que nous exigeons aujourd'hui, ce n'est rien d'autre que la mise en solde de nos promotions. Nous avons des matricules disponibles qui ne servent, si je peux les qualifier, à rien parce que nous n'avons rien. Nous n'avons absolument rien. Même pour être là maintenant, nous avons marché pour être au niveau de notre ministère. Ainsi, ces enseignants menacent de passer à la vitesse supérieure s'ils ne trouvent pas satisfaction à leurs revendications. Espérons que solution soit trouvée à cette situation qui risque auquel cas d'empêtrer la rentrée scolaire 2020-2021. Dans exactement 2 semaines, les élèves du primaire et du secondaire reprendront le chemin de l'école. À cette occasion, une de nos équipes a fait le tour de certaines écoles pour faire le point des préparatifs de cette rentrée. Le constat est de Zainab Gagra et Abdelmoumouni Abdraman. Prévu pour le 15 de ce mois d'octobre 2020, la rentrée scolaire de l'année académique 2020-2021 s'annonce à grands pas. À 2 semaines de son effectivité, les préparatifs vont bon train dans certaines écoles que nous avons visitées. Ici à l'école d'Ekroli, toutes les dispositions sont prises pour une bonne reprise des cours. On est prêt pour accueillir les élèves anciens comme nouveaux. L'appel que j'ai à lancer aux parents d'élèves, c'est de venir massivement inscrire leurs enfants. Notre pays a traversé pas mal de situations, et surtout à la veille de la rentrée scolaire. Donc, la région de Niamey a été touchée par l'inondation. Et c'est pourquoi on a repoussé la rentrée 2020-2021 pour le 15 octobre. Et nous sommes là en train de préparer cette rentrée. Donc, nous attendons toujours nos autorités. La date du 15 est toujours gardée, donc pour le 15 octobre. Certes, il y a des informations qui circulent, soit disant que la rentrée est repoussée pour le 2 novembre. Là, je peux dire que c'est faux, ce sont de fausses informations. Parce que nous n'avons pas reçu une correspondance venant de nos autorités, soit disant que la rentrée est pour le 2 novembre. Donc, nous sommes là, nous préparons la rentrée, comme vous le voyez. Les classes sont là, sont propres, les enseignants sont
disponibles. Ils attendent juste qu'on reprend donc les activités pour l'année 2021. Il faut signaler que cette année, la rentrée scolaire intervient un peu en retard par rapport à la date habituelle. Et pour cause l'occupation des classes de certaines écoles par les sinistrés des inondations. Mais toutes les dispositions nécessaires sont en train d'être prises pour une bonne rentrée académique. Un mot de santé dans cette édition. Les femmes fréquentent de plus en plus les centres de santé. Cela a été rendu possible grâce aux efforts consentis par les autorités en matière d'accessibilité aux soins de santé. Reportage Ralia Sami. Au Niger, l'on assiste ces dernières années à une nette évolution de la situation sanitaire sur tous les plans. Cela grâce aux efforts consentis par l'État et ses partenaires pour l'amélioration de la santé des populations. Ce sont surtout les femmes et les enfants qui constituent les couches les plus vulnérables de la population qui en bénéficient le plus. Ce qui du coup a fait augmenter le taux de fréquentation des femmes dans les formations sanitaires à ces derniers temps. En tout cas, il y a de grands progrès qui ont été constants, qui ont été abattus ces dernières années. Parce que si on compare en 2005 jusqu'à maintenant, il y a eu un changement. Les femmes fréquentent de plus en plus les centres de santé intégrés, en tout cas les centres qui sont dans leur quartier. Et pourquoi ça? Il y a plusieurs raisons qui font qu'il y a cet engouement de la population vers les centres périphériques. Premièrement, c'est l'accessibilité. Au départ, les centres de santé, les CSI étaient éloignés pour ces femmes et pour ces usagers-là. Maintenant, on a construit. Il y a des CSI qui sont accessibles partout dans les quartiers, partout dans les villages. Donc les femmes n'ont pas à faire beaucoup de longues distances pour venir dans un centre de santé. Donc il y a eu ce grand effort-là. En plus de l'accessibilité, nous avons la gratuité des soins. Les soins qui sont gratuits pour les enfants 0-5 ans. Auparavant, les femmes payent de l'argent pour amener un enfant de moins de 5 ans. Elles payent. Maintenant, il n'y a pas ça. L'enfant a moins de 5 ans, elle l'amène, elle ne paye plus l'argent. Si elle a le médicament, on lui offre. Si elle a des examens qu'on doit lui faire, on lui fait ça gratuitement chez cet enfant-là. Chez les femmes enceintes aussi, la consultation prénatale est gratuite. Auparavant, elle paye pour consulter. Maintenant, c'est gratuit. On lui donne gratuitement le fer pour qu'elle prenne. On lui donne gratuitement le moustiquaire imprégné à longue distance, à longue durée d'action. On lui donne ça. On lui donne des parasitants contre les vers, etc., etc. Voilà pourquoi elles viennent maintenant. Et autre chose aussi, les femmes viennent toujours pour la gratuité des soins, pour le dépistage des cancers. C'est gratuit dans nos structures. Elles viennent. Donc voilà la gratuité aussi, cet impact qu'elle a. Autre cause, autre explication aussi pourquoi les femmes fréquentent de plus en plus, c'est la sensibilisation. On a beaucoup fait de sensibilisation. Il y a beaucoup de partenaires qui ont appuyé le ministère de la Santé et des initiatives même que les centres de santé font pour faire amener ces populations et qui sont perceptives parce que la population, grâce à la sensibilisation, vient dans les structures sanitaires et périphériques. Nous avons des relais communautaires. Ce sont des personnes qui vivent dans la communauté. Ces personnes-là, en même temps, elles sont de la communauté et elles travaillent en synergie avec les agents de santé. Si une sage-femme constate dans le mois qu'elle attend 100 femmes et que parmi ces 100 femmes-là, c'est seulement 50 qui sont venues, donc elle discute avec les relais pour qu'elles partent chercher
pourquoi les 50 autres femmes-là ne sont pas venues. Donc il y a cette sensibilisation, il y a des visites à domicile pour chercher, pour amener ces femmes-là à venir dans nos structures. Il y a la sensibilisation de bouche à oreille. À telle structure, on fait bien l'accueil, les femmes, c'est tellement perceptif, c'est tellement sensible. Elles fréquentent tel CSI en faveur d'un autre CSI. Ça, il y a ça aussi. Autre cause aussi qui fait que ces femmes viennent ou ces personnes-là viennent, c'est l'accueil. L'accueil qui commence à s'améliorer. L'accueil qui s'améliore, on fait le suivi des agents sur l'éthique et la déontologie, en tout cas sur tout ce qui est en rapport du droit de l'usager. On suit de près, en tout cas, tous ces changements de comportement des agents de santé, mais ça ne se sent pas très de façon concrète, mais il y a eu beaucoup de progrès. Malgré tous ces efforts consentis et les résultats enregistrés, force est cependant de reconnaître que les défis restent encore à relever. Les défis restent à relever parce que ça manque pas, mais ça va venir. Le suivi, on fait le renforcement des capacités, on maximise sur la sensibilisation. Au niveau des quartiers, on part dans les quartiers et dans les concessions ou des chefs de quartier, on inclut la communauté et là, on dit à la population leurs droits en matière de santé et ils comprennent. Notons enfin que cette fréquentation des femmes dans les formations sanitaires est une question de santé publique d'une importance capitale, car c'est seulement grâce à elles que les différents taux de morbidité des couches vulnérables de la population se réduisent et au-delà, celui surtout de la mortalité. Et à ce rythme où vont les choses, l'homme Parlons santé, toujours dans cette édition, pour se pencher cette fois-ci sur l'allaitement maternel exclusif, qui consiste à ne nourrir le bébé que du lait. Depuis donc plusieurs années, le gouvernement nigérien encourage l'allaitement maternel exclusif. Je vous propose de suivre à ce sujet ce reportage réalisé dans la région d'Ottawa. Un des éléments essentiels qui concourent à la croissance des nouveau-nés et nourrissons, scientifiquement démontré, est l'allaitement maternel exclusif. L'État du Niger et l'UNICEF élaborent ensemble des programmes en vue de la promotion de l'allaitement maternel exclusif dans la région d'Ottawa. Les responsables dressent un bilan. Au niveau de la consultation nourrisson, on n'a pas de problème parce qu'on a la fréquentation. Vous avez eu à voir même les femmes comment elles sont. Et puis surtout, ça dépend même des jours. Les lundis, c'est même plus que ça. Donc à ce niveau, vraiment, on n'a pas de problème. Sur le plan d'allaitement maternel que vous avez soulevé, là aussi, on n'a pas de problème. On fait les séances de sensibilisation. Dieu merci, comme toute population, on a une grande majorité qui a accepté. Donc vraiment, on n'a pas assez de problèmes. À défaut d'un bilan exhaustif, les responsables du volet nutrition rappellent l'importance de l'allaitement maternel exclusif. L'allaitement maternel, donc, le meilleur moyen de fournir donc, une alimentation idéale pour assurer donc, la croissance et le développement donc, du nourrisson et aussi pour sa bonne santé. Parce qu'il consiste donc à nourrir donc, les bébés au sein. Donc, il s'agit ici donc, du lait maternel. Donc, par rapport donc, à l'allaitement maternel exclusif, donc, c'est une pratique qui consiste à donner uniquement donc, au bébé du lait maternel dès sa naissance jusqu'à l'âge de 6 mois. Et il a plusieurs avantages, que ce soit pour l'enfant, pour sa mère, pour toute la famille et même pour la communauté et aussi pour toute la nation. Pour ce qui est des impacts sur la santé et l'état général de l'enfant allaité exclusivement au lait, le témoignage de mère est édifiant. Dès la naissance, je pratique l'allaitement maternel exclusif. Je n'ai jamais eu de difficulté. Mon enfant n'a jamais rencontré de problème de diarrhée ou autre maladie.
Chaque mois muna zakwa muna da allura sai ayi mana. In ba mu da kuma sai mu koma sai wani wata. Le succès de la promotion de l'allaitement maternel exclusif dépend de l'implication de tous les acteurs concernés. Il s'agit d'abord et avant tout des mères allaitantes et de leurs maris, des agents de santé pour une bonne coordination et enfin de l'apport de l'État et de ses partenaires. Avec l'avènement de la pandémie du coronavirus, les objets artisanaux enregistrent toujours une mévente extraordinaire. Nos reporters sont allés au centre artisanal du Wadata pour faire le constat. Reportage. Contribuant au développement socio-économique de notre pays, l'artisanat du Niger est aujourd'hui menacé par la mévente et le non-écoulement de son stock compte tenu du désintéressement de la population. L'artisanat se porte bien du point de vue création. Les artisans créent, mais le problème c'était la mévente. Les produits sont là, déposés depuis longtemps, donc les gens ne payent pas. Nous-mêmes ici, on ne paye pas ce qu'on construit ici, ce qu'on a. Donc c'est les expatriés qui viennent, c'est eux qui payent, eux aussi ils ne viennent pas. Vous connaissez le problème du pays ou bien de la sous-région, donc ils ne viennent pas. C'est ça le problème. Donc peut-être avec la réunion qui se prépare, on espère écouler nos produits. Selon le secrétaire général, les gens ne viennent pas beaucoup pour payer les produits de l'artisanat qui sont des produits locaux. Ils pensent que c'est cher alors que ce sont des bons produits fabriqués par la main de nos braves artisans. Cependant, il espère que cela va changer avec la conférence de l'Union africaine qui se tiendra en juillet dans notre pays. Il attire enfin l'attention de la population à s'intéresser plus aux produits de l'artisanat qui sont des produits locaux pour encourager ces artisans. Et c'est la fin de cette rétroactualité de la semaine. Merci à vous de l'avoir suivi. Passez d'excellents moments en compagnie de nos programmes. Bonsoir et bon début de semaine. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.